Bonjour, connaissez-vous l'agroécologie? Grâce à son approche agronomique, mais aussi économique, sociale et environnementale, elle apporte des réponses et des solutions à bien des grands défis actuels. Pour les fermes, l'agroécologie, c'est un moyen de devenir plus robuste, plus résiliente face aux crises et changements, plus rentable, plus respectueuse de la nature et de l'humain, soit du vivant au sens large. Je suis François Namur, responsable communication de l'association Terre Vivante. Terre Vivante accélère le déploiement de l'agroécologie en Belgique, mais aussi dans le nord de la France, avec de l'accompagnement individuel des agriculteurs pour appliquer de vrais changements dans leurs fermes, mais aussi avec une dynamique basée sur le partage de connaissances et d'expériences. Dans ce podcast, Les Voix de Terre Vivante, nous allons aller à la rencontre d'agriculteurs qui ont fait le choix fort de l'agroécologie. Ils vont nous raconter leur parcours. Quand on voit des vaches qui mangent de l'herbe, qui la transforment soit en viande, soit en lait, in fine qui est transformé en fromage et qui entretiennent le paysage, qui fertilisent le paysage, c'est ce que le paysan faisait il y a 100 ans. Tout ça, c'est peut-être un circuit fermé, on pourrait dire, mais pour moi, ça, c'est l'avenir. Pour ce numéro des Voix de Terre Vivante, je me trouve à Aubel, c'est sur le plateau de Herve. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est à l'est de la Wallonie, pas très loin de la Flandre, pas très loin non plus de l'Allemagne. On est chez Michael Gilliquet, qui est un membre de Terre Vivante, il est éleveur laitier et il a énormément de choses à dire sur l'agriculture, sur l'agroécologie et puis sur le système qu'il a mis en place dans sa ferme. Vous allez l'entendre, il n'a pas sa langue en poche. Je m'appelle Michael Gilliquet, je suis producteur de lait à Aubel, agriculteur passionné. Et donc je suis papa de 3 filles, marié à Nathalie qui a un métier à l'extérieur, qui est infirmière. Donc moi je nourris les gens, elle les soigne. Je ne sais pas comment il faut prendre les choses. Mais... Et puis voilà, sur une exploitation en agriculture biologique, où on produit du lait pour la fabrication de fromages bien connus sur la région, de la Meule du Plateau. Avec voilà. Combien de vaches? Plus ou moins 90 vaches. Ouais, on traite plus ou moins 90 vaches au quotidien, en race kiwi, c'est-à-dire le croisement entre la Holstein et bien connu dans le monde entier, et la Jersey également. C'est la sélection entre les deux, pour avoir des plus petits animaux avec du lait un peu plus riche. Alors on va revenir sur tout ça en détail, sur ton système, etc. Mais prenons les choses par le début. Est-ce que tu viens du milieu agricole au départ? Donc oui, je suis comme Obélix, j'ai baigné dedans depuis tout petit. Donc mes parents étant agriculteurs aussi. Je suis né dans un petit village qu'on appelle Soiron, un des plus beaux villages de Wallonie. Donc mes parents avaient une petite exploitation. En quelques chiffres, j'ai fait mon travail de fin d'études en 2006 et à cette époque-là, il y avait encore des quotas laitiers. Ils produisaient du lait sur 280 millilitres de lait et on nourrit une famille où on était 4 enfants. Donc finalement, avec pas grand-chose, quoi. Ils pâturaient énormément aussi, d'où un peu le virus. Une exploitation avec pas beaucoup d'hectares derrière, vraiment pas du tout. Du coup, on allait beaucoup sur les prairies, sur les routes avec les vaches, avec les animaux. En été, on allait pâturer dehors et en même temps traire à l'extérieur. Avec une remorque, on allait dans les prairies et on allait traire vraiment, chercher le lait à la vache dans la prairie et on revenait à la ferme avec. Donc oui, j'ai connu tout ça et puis mon parcours, en fait, j'ai été à l'école pendant 3 ans au collège, j'ai envie de dire normal. J'ai toujours eu un peu ce côté mécanique depuis que je suis tout petit, les tracteurs, ça m'a toujours passionné. Et en 3e année, transition électromécanique, c'était pas mon truc. J'étais pas spécialement, enfin voilà, ça ne me passionnait pas, pas du tout. Et je suis parti à l'école de l'arrêt. Et où là, j'ai quand même eu un gros déclic, donc en voyant d'autres choses qui se faisaient chez moi. Et puis donc j'ai fait mon travail de fin d'études, comme je disais, chez mes parents. Et là, en ayant été
je vais dire, baigné dans les cours de production animale, production végétale. C'est vraiment le truc qui me passionnait vraiment. J'ai arrêté l'école après ma 6e année secondaire et j'ai été 3 ans au service de remplacement agricole où là j'ai appris vraiment, j'ai envie de dire presque mon métier. Même si je suis né dedans, j'ai vu plein de choses que je voulais pas, absolument pas. Et en même temps, des choses où je me suis dit, c'est vraiment ce qu'il me faudrait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et après 3 ans, je ne vais pas dire que j'avais fait le tour, mais voilà, c'était plus. Je ne me voyais pas continuer toute ma vie, toute ma carrière dans ce métier-là, alors que finalement c'était un beau métier par rapport aux valeurs humaines. Donc, il faut petite brève parenthèse pour le service de remplacement, c'est quand même un endroit où on apprend chez les gens, mais aussi on va les remplacer quand ils ont une maladie. On apporte de l'aide. C'est exactement. Et ça, c'est un côté qu'on ne voit pas souvent, mais finalement, humainement parlant et émotionnellement parlant, je vois presque après 20 ans d'avoir quitté cet endroit-là, il y a encore des gens qui n'oublient pas qu'on a été pendant 7 ou 8 mois derrière eux parce que finalement, un bras cassé, une maladie ou quelque chose de pas toujours chouette. Donc ça, c'est ce qui m'a fait aussi comprendre que dans le monde agricole, il y a encore des valeurs qu'on n'oublie pas, quoi. Et ça c'était vraiment c'était chouette. Et puis, il faut aussi savoir que le service de remplacement, ça m'a permis aussi de me dire, j'ai été aussi là-bas en me disant peut-être une occasion de reprendre une ferme, ou en tout cas de trouver quelqu'un qui, pourquoi pas, remettrait sa ferme. Parce que chez mes parents, c'était pas, à long terme, c'était pas possible. On était trop entouré des maisons au milieu d'un quartier, donc c'était pas. J'ai eu tout ce qu'il fallait, j'ai connu tout ce qu'il fallait pour ne pas devenir, ou en tout cas pas faire ce que mes parents ont fait. C'est pas un jugement ni une critique par rapport à mes parents. Mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient dans les conditions qu'ils ont fait. Et finalement, ils nous ont quand même élevés. On n'a pas été en manque de quelque chose. Mais à côté de ça, voilà, je voulais faire ce métier-là tout seul parce que je suis un peu solitaire. J'aime bien ma vie, faire mes choix personnels et pouvoir les adapter au niveau professionnel, ainsi que privé, mais surtout au niveau professionnel. Et du coup, pendant 3 ans, j'ai cherché, j'ai eu quelques contacts, mais pas toujours voilà, des choses j'avais des critères assez drastiques. Je voulais avoir des hectares de prairies derrière l'exploitation pour continuer à faire finalement ce que j'ai connu chez mes parents, à faire du lait à l'herbe. Et puis rester aussi dans la région, voilà, j'avais envie de rester pas loin. Du coup, après 3 ans de service de remplacement, j'ai pas trouvé. Je suis parti à travailler dans le béton, mais toujours relié au monde agricole, les citernes en béton, les couloirs d'alimentation, lycée. Apprendre aussi à finalement à un peu se démerder, question travail, il faut savoir que le béton, on n'a qu'une chance, hein, quand il est pris, on ne sait pas revenir en arrière. Donc ça m'a forgé aussi un caractère et des valeurs de nouveau où on n'a pas le choix, il faut y aller, quoi. Qu'il pleuve, qu'il neige, enfin, il faut y aller. Donc ça, c'était aussi quelque chose que j'ai appris. J'ai travaillé pendant 6 ans là-dedans et dans ce domaine, et de nouveau pendant 6 ans, essayer de trouver quelque chose, un endroit pour reprendre. Et j'ai pas trouvé, j'ai toujours pas trouvé. Et avec ma femme, alors on s'est dit on va acheter une maison. Et tant pis pour le rêve d'agriculteur, on ne le fera pas, c'est pas grave, on fera autre chose. Donc on a acheté une maison et comme quoi la vie est toujours un peu comique, le jour où on a déménagé dans cette nouvelle maison, l'agriculteur chez qui on a repris ici me téléphonait pour me demander si j'étais toujours en quête d'exploitation ou de faire ce métier-là. Et ce jour-là, je lui ai dit, t'es trop tard, hein, il fallait te réveiller avant. Ah oui. Ah oui, complètement, parce que sur le moment même, je ne vais pas dire que je lui ai dit non d'office, mais lui a dit, tu n'es pas obligé de me répondre de suite, voilà, je veux juste savoir si... Et puis 4 mois après, il est revenu, entre guillemets, à la charge, et là, j'ai dit à ma femme, c'est dommage de ne pas aller... il ne faut pas laisser passer cette chance. Voilà, au moins aller voir, pourquoi pas, quoi. Comme quoi, le virus, je l'avais quand même, et c'était compliqué de partir. Tu aurais pu regretter, finalement. Ouais, et puis j'avais pas envie d'avoir de regrets. Ma vie, c'est déjà ça. J'ai pas envie d'avoir de regrets. J'essaye toujours de garder le positif de ce qu'on a fait dans le passé.
pour améliorer le présent et le futur. Vivre avec des regrets, je n'ai pas envie. Certainement qu'il y a peut-être des choix dans la vie. Après le recul, on aurait peut-être fait différemment, mais voilà, c'est fait, c'est pas grave. Et il faut prendre de ces choses-là pour s'améliorer ou en tout cas changer peut-être certaines choses. Donc tu reprends la ferme ici. Donc j'ai repris la ferme. Et puis finalement peu de temps après, il y a la crise du lait et il y a une grosse remise en question, une prise de décision aussi. Tu fais des choix forts finalement. Ben oui, donc en reprenant l'exploitation, j'ai envie de dire un étranger, donc il n'y a pas de lien familial, pas de, je ne vais pas dire d'avantage parce que je ne voudrais pas frustrer certains jeunes qui ont repris chez leurs parents ou dans la famille et qui ont été certainement dans les mêmes circonstances que moi de reprise d'exploitation. Mais on a repris le 1er septembre 2015 et finalement octobre-novembre 2015. Quasiment directement. La chute du lait est arrivée, donc la crise du lait 2016 en plein dedans. Et j'ai dit à ma femme, moi j'ai pas envie de continuer à travailler de cette manière-là, alors que motivé, très motivé. Enfin moi, je le dis souvent, mais alors qu'on ne devrait pas spécialement être heureux de ça, mais quand j'ai signé à la banque et que la banque a dit oui pour mon projet, j'étais très heureux. Alors qu'au final, on a envie de se dire, là, on est parti, on est liés pendant autant d'années. Mais moi, j'étais très heureux parce que finalement, si je n'avais pas eu la banque, ça n'aurait pas été possible. Impossible, c'était pas possible. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait en se disant, j'ai pas envie de continuer comme ça. On avait des hectares autour de l'exploitation, donc il y avait moyen de faire du lait bon marché et qui nous coûte le moins cher possible. Et là, j'ai pris une formation et puis une deuxième au niveau du pâturage. Et on s'est lancé un peu dans une façon de produire que nos grands-parents, nos parents faisaient déjà, mais peut-être avec des techniques un peu plus évoluées ou en tout cas avec la technologie d'aujourd'hui. Et même si une vache ne peut pas manger plus d'herbe qu'avant, hein, c'est toujours pareil. Mais essayer de lui amener de l'herbe de qualité au quotidien. Et ce qui fait on est parti dans cette logique de faire ce lait-là et essayer de diminuer les coûts, quoi. C'était vraiment, c'était important. Il fallait qu'on trouve une autre voie et que de rester dans une voie à faire du lait normal et qui ne soit pas bien rémunéré. Bien rémunéré et puis de ne pas savoir ce qu'on fait avec, quoi. Je trouvais que c'est un peu le fruit du travail aussi de savoir ce qu'on fait avec notre lait. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma philosophie. Ouais, parce que justement, après ça, tu trouves une opportunité, c'est de travailler avec une fromagerie qui se trouve à quelques kilomètres ici. C'est ça, exactement. Donc la fromagerie s'est déjà posé des questions lors de la crise 2008-2009. Et à ce moment-là, ils se sont dit, ouais, mais s'il y a des crises, après, il n'y aura plus de quotas. Enfin, en 2015, les quotas, ça va aller comment Donc ils se sont posé la question et ils ont essayé de mettre un genre de cahier des charges au lait à l'herbe, avec tous ces effets positifs, que ce soit environnemental et au niveau de la santé, que ce soit des gens et des animaux. Donc du coup, ça rentrait dans les codes pour moi, de pouvoir faire du lait à l'herbe, c'était mon truc. Eux sont arrivés finalement en 2017, je pense que c'est 2017. Et in fine, c'était un peu, je ne vais pas dire la cerise sur le gâteau, mais de notre lait produit ici à Aubel, transformé à herbe. Et à la sortie, in fine, du fromage, quoi. Donc, on savait exactement ce qu'on faisait avec notre lait. Ouais, donc, et puis, qui était bien. Plus que ça aussi, c'est que toi, tu n'as jamais voulu rentrer dans une course au rendement. Ça ne t'intéresse pas, en fait, de produire pour produire? Non, j'ai jamais été... déjà, pour produire, il faut des vaches. J'ai pas envie de dire des formulas, mais il faut des vaches qui soient là pour ça. Donc moi, j'ai jamais trop été pour ce modèle de vache. Ça n'a jamais été trop... mon papa était très fan de ça, de la génétique. Vraiment, avoir des vaches qui produisent, c'était son truc. Et je vais dire, c'était par rapport à l'exploitation dans laquelle il vivait et il travaillait, où c'était très difficile, manuel et tout ce qu'on veut, c'était sa lumière de travail du quotidien. Donc au final,
Moi, j'ai pas suivi ça. La génétique vraiment dans la grande vache Holstein canadienne et tout ça, c'était pas mon truc, pas du tout. Euh, mais je voyais plutôt à faire avec des petites vaches Et aussi et du des coup qui vaches qui produisent sont moins. plus adaptées au pâturage, C'est ça, évidemment. voilà. Des Ça, c'est une vaches donnée importante. qui peuvent faire des kilomètres par jour, qui peuvent être adaptées à des fois un climat plus chaud, un climat plus humide. Donc ça, c'était un peu vers là que je voulais aller. Et puis c'est vrai que le modèle productiviste et produire à gogo, ça m'a jamais, ça ne m'a jamais amené à, je trouve en tout cas, du positif bénéfique dans ma philosophie, dans ce que je pense. Aujourd'hui, on nous dit encore que, il faut nourrir le monde, alors que je crois que c'est pas du tout vrai. En tout cas, le modèle productiviste par rapport à ça se trompe. J'en veux pas du tout à mes collègues qui sont là-dedans, vraiment pas. Même si on a tous, de toute façon, notre part de responsabilité par rapport à les choix qu'on fait, de toute manière. Mais je pense qu'il y a tellement, le géopolitique là derrière, il y a l'agroalimentaire, tout est lié et c'est difficile quand on est monté dans un système très productiviste d'en sortir. Donc moi, dès le départ, je ne voulais pas aller là-dedans. Et en fait, on s'aperçoit quand même que faire du lait à gogo, comme chez nous en Europe, on a trop de lait. Si on prend même le cas de la Belgique, on est en surproduction par rapport à la consommation du citoyen, du consommateur belge. Mais on voit aussi qu'on importe 85% des fromages. Donc on utilise du gaz pour sécher du lait qui part, quand il y en a de trop, qui part en Asie ou dans des endroits où l'agriculture locale là-bas ne sait pas se développer parce qu'on arrive, nous, avec de la poudre de lait à bas prix. Eux ne savent pas rivaliser avec ça. Donc là, on ne sait pas nourrir le monde comme ça, c'est pas possible. Et indirectement, on pourrait monter plus de fromageries dans notre pays et finalement faire du fromage chez nous avec le lait qui est produit chez nous pour l'alimentation locale, pour l'alimentation régionale et de bonne qualité, quoi. Donc tout ça pour dire que moi, j'ai jamais été trop pour cette philosophie de produire Ouais. à gogo, quoi. C'est pas pour moi. Toi, tu te retrouves plus dans une agriculture paysanne. On sait qu'en Belgique, le mot paysan, il a une connotation un peu péjorative, beaucoup moins en France, hein, c'est beaucoup Ouais, moins le cas. Mais toi, tu te retrouves plus dans ce type de modèle et être, te qualifier de paysan, c'est positif, quoi. tout à fait. Paysan ne me fait pas du tout mal au cœur en me disant ça, vraiment pas. C'est vraiment. C'est une agriculture où moi je m'y retrouve dans le sens où quand on voit des vaches qui mangent de l'herbe, qui la mangent, qui la transforment soit en viande, soit en lait, in fine qui est transformée en fromage, et qui entretiennent le paysage, qui fertilisent le paysage, et tout ça, bah oui, c'est ce que le paysan faisait il y a 100 ans, hein. Et qui nourrissent les gens Exactement. directement à l'échelle locale aussi. Donc indirectement, je ne trouve pas je n'arrive pas à trouver de choses négatives par rapport à ça. Même le citoyen autour de nous, les voisins, quand je traverse les vaches, la route, et qui s'arrêtent pour en discuter, c'est quand même chouette, il y a un lien direct avec. Et puis même eux sont fiers de savoir que le lait dont des fois je leur loue leur terrain, Ouais. le lait qui est fait directement à eux aussi, eh ben, se retrouvent dans un produit qu'ils peuvent manger aussi au quotidien s'ils le veulent, quoi. Donc tout ça, c'est peut-être un circuit fermé, on pourrait dire, mais pour moi, ça, c'est l'avenir. Ouais. Tu parlais d'entretenir le paysage, du rôle du paysan dans l'entretien du paysage. Bah, on sait que le paysage, ici, dans ta région, il est important. Il y a un aspect patrimonial très important, hein. Le plateau de Herve, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une région herbagère, bocagère aussi, avec pas mal d'arbres fruitiers, de haies, mais donc de fruitiers aussi, euh, mais qui est menacée Tout à fait. de plus en plus. Ouais, tout à fait. Moi, je suis parti de nouveau dans un système comme il est herbagé. J'ai besoin pour mes animaux de haies, d'arbres, pour l'ombre, pour les moments où il fait pas bon. Ici, on a justement maintenant un vent nord-nord-est.
On est content d'avoir des haies pour avoir les vaches qui peuvent se cacher si besoin. Et puis il y a tout ce qui est autour, quoi. La haie, il y a des mots qu'on n'aime pas en agriculture, c'est la biodiversité, c'est les écosystèmes. Pourtant, rien de tel, il n'y a pas plus important que ça. Il suffit juste des fois de prendre un livre et regarder ce que tous ces mots veulent dire. Mais encore une fois, tout est lié, on a besoin de ça. Si on parle par exemple d'une culture sans pollinisation et sans aide de toutes ces petites bébêtes qu'on pourrait dire tout autour, ça n'existerait pas. Enfin, on a besoin, c'est ce qu'on appelle un écosystème, on a besoin de tout ça. Donc moi je replante des haies par rapport justement à tous ces systèmes-là. Et en même temps, les arbres fruitiers, bah, encore une fois, on importe énormément de fruits chez nous, alors que moi ça ne prend pas plus de place qu'une vache qui pâture en dessous. Indirectement, l'arbre ne me prend pas plus de place. Et puis, il y a des études qui montrent aussi qu'en période de sécheresse, et voire en période humide, c'est quand même des endroits où il y a toujours de l'herbe. Et moi, comme ce n'est pas de l'herbe que je fauche, mais c'est de l'herbe que les vaches mangent, c'est que bénéfique, quoi. Et le bonus, c'est que ça t'offrira aussi une diversification et d'autres possibilités de commercialisation à l'avenir, quoi. Ouais, c'est ça. Ici, on est sur un projet, là, justement, pour le moment, là, de replantation de haies de saules. Pour en faire des rideaux de nouveau pour les animaux, pour cet effet biodiversité et écosystémique, et en même temps de pouvoir planter des haies qui nous servent à demain pouvoir alimenter une chaudière à broyat de haies, quoi. Et ces haies qu'on couperait tous les 3-4 ans, pas toutes en même temps évidemment pour que je veux dire, le paysage déjà soit pas chamboulé, et en même temps, ça nous permettrait de avoir des jeunes pousses, d'être autonome au niveau énergétique, ou en tout cas en partie, faire de l'eau chaude, faire peut-être pourquoi pas demain l'électricité, il n'y a personne qui sait dire. Et ça pourrait servir aussi d'avoir les animaux on peut maintenant, au lieu d'utiliser de la paille, on met le broyat au sol, litière, ouais. Et en litière, il est utilisé, qui sera de nouveau resservi à la nature, puisqu'on les prendra comme compost pour la fertilité des sols. Donc, tout un derrière l'autre. Bah, de nouveau, voilà, c'est un assemblage, c'est ça qui est chouette dans l'agriculture. Ouais. Puis il y a les fruits aussi, évidemment, des fruitiers que tu pourras C'est commercialiser, ça, transformer. Et il y a des filières qui commencent tout doucement à prendre un peu le pas de faire ce genre de choses, que ce soit pour des fruits de table, des jus de fruits. Il y a place pour tout ça, quoi. Et en Wallonie, on est à la recherche de tous ces trucs-là. Encore une fois, est-ce qu'il y a besoin d'importer tous ces produits-là, tous ces fruits-là, que certainement les agriculteurs se sont donné du mal dans certaines régions du monde pour le faire. Mais j'ai envie de dire, la personne qui viendra manger un fruit, qui viendra de chez moi, il saura dire il est fait comme ça. Déjà, il n'y a pas de produit dessus. C'est certifié 100% déjà bio, puisqu'on est en agriculture biologique. Mais pour la santé des gens, c'est hyper important, quoi, tout ça. Cette défense du paysage ici, du pays de Herve, elle fait aussi un petit peu tache d'huile, je pense. Il y a d'autres personnes dans les environs qui suivent la même dynamique, en fait. Bah oui, c'est un peu drôle parce que sur la même année, donc on a planté l'année passée un verger ici derrière de 2 hectares, avec plus ou moins 150 arbres. Et en parlant avec mon voisin, vers où, enfin voilà. Qui n'est pas agriculteur. Qui n'est pas agriculteur, je lui loue 3 hectares et demi. Il m'avait déjà parlé il y a quelques années qu'il voulait replanter des arbres. Et puis en parlant comme ça, une soirée de quartier, il m'en reparle et je lui dis, bah écoute, enfin voilà, il me demande pour voir si ça me gênerait, si on replantait des arbres dans sa parcelle, parce que des fois je fauche pour faire du foin si j'ai de trop, pour le stock d'hiver pour les animaux, et en même temps, si ça ne va pas gêner pour la mécanisation et tout ça, je dis, bah absolument pas, puisque moi, je ne vais pas te dire non, alors que derrière chez moi, j'en ai fait un. Donc il est venu voir, il s'est renseigné, et puis du coup il a planté la même année,
Pareil, 150 arbres aussi. Et par contre, j'avais le choix de... il m'avait laissé total la liberté de comment... Pour avoir facile de travailler au niveau du pâturage et en même temps un peu de mécanisation quand on a besoin. Donc c'était super chouette. Et puis de fil en aiguille, lui en a parlé à son voisin. Et cette année, lui, encore une prairie que j'exploite de 3 hectares, va replanter 180 fruitiers aussi. Donc la fête cette année, plus ou moins sur un an, dans la même rue, on aura replanté presque 500 arbres fruitiers. Ouais, ça doit faire plaisir évidemment parce que voilà, tu pourrais, toi qui es dans un système herbager avec des vaches qui sortent, qui mangent de l'herbe, etc., te sentir un peu comme le vilain petit canard finalement, puisque ce n'est pas la tendance qui se dessine de plus en plus ici sur le plateau et évidemment à d'autres endroits aussi, avec des vaches qui ne sortent quasiment plus. Ça se voit de plus en plus ça. Ben oui, de nouveau, c'est un choix, j'ai envie de dire, c'est un choix de chaque agriculteur. Moi, si je dois, et c'est pas une critique ni un jugement, mais si je dois faire ce métier-là, de me dire le matin, je me lève, je rentre dans l'étable et puis j'y ressors le soir quand j'ai fini, je crois que je vais travailler à l'usine, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, le système de vie, de travail, pour moi, c'est le même. Ça change rien pour moi. C'est un peu dur ce que je dis là, mais moi, j'ai l'impression que mon métier, c'est pas une impression, c'est que je vis avec les saisons en fait. Et ouais, toi, tu veux vraiment avoir un système qui s'inscrive dans les cycles de la nature. C'est ça, ouais. C'est ça, avoir des animaux qui demain, j'espère, arriveront tout ensemble à véler au printemps pour justement profiter de l'herbe la plus riche du printemps et puis se retrouver en hiver avec des animaux qui sont soit en fin de lactation, soit en période de tarissement avant de ravoir un veau et où là, je vais dire, les besoins des animaux, que ce soit en protéines ou en énergie, sont moins élevés, moins grands et du coup avec un foin normal, les besoins sont saturés, j'ai envie de dire. Donc de nouveau, les coûts sont diminués pour faire un litre de lait et on repart finalement avec un cycle plutôt naturel de l'animal. Chez mes grands-parents, quand j'étais petit, c'était un peu ce qui se passait. La vache faisait un veau au printemps et puis ils traillaient la vache pour faire du beurre une partie de l'été. Et puis à un moment donné, la vache n'avait plus de lait. L'hiver, elle était en vacances, si on peut dire. Donc c'est un peu vers là que je tends à vouloir arriver, quoi. Et puis taches d'huile, c'est sûr que ça se voit de moins en moins de vaches à l'extérieur. Tu sais, les troupeaux deviennent de plus en plus gros et parce que c'est l'évolution de l'agriculture laitière aujourd'hui et encore une fois, c'est pas une critique. Chacun fait ce qu'il a envie, mais ça devient compliqué de sortir 200 vaches hors d'une étable. Il y a toute une structure à mettre en route qui peut coûter cher aussi et il faut pas mal d'hectares aussi pour des gros troupeaux comme ça. Donc je peux comprendre que les gens passent vers ce système-là par rapport à ça. Mais comme je dis, moi, si je dois faire ça, non, je fais autre chose. Je n'ai pas envie de faire ça. Donc voilà. Alors en parlant du pâturage, tu évoquais ce qui se faisait avant. Mais il y a, cela dit, d'autres techniques aussi qui se mettent en place. Pâturage tournant dynamique, c'est peut-être un système dont on ne parlait pas il y a quelques décennies. Parce que les connaissances évoluent, on connaît mieux aussi la façon dont l'herbe pousse, les différents stades, et on peut faire évoluer son pâturage de cette manière-là en s'adaptant à ça de plus en plus. Oui, donc en 2017, comme je disais tantôt, j'ai passé une formation, puis une deuxième, où j'ai appris tout ça, la façon de pâturer finalement. Alors qu'on croyait, on met les vaches dans une prairie, quand la prairie est finie, on les retire et on va dans la suivante. En fait, pas du tout. En tout cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne vraiment. On sait qu'un animal, une vache, peut ingérer plus ou moins, on parle en kilos de matière sèche, plus ou moins entre 15 et 16 kilos de matière sèche d'herbe par jour. Du coup, on sait qu'une parcelle, pour avoir une valeur d'herbe la plus riche possible et la plus haute possible, on doit arriver à des valeurs de... Donc l'herbe, elle fait entre 12 et 15 cm de haut.
Et quand la vache a mangé, il reste toujours un petit peu, c'est normal, elle ne va pas manger jusque la terre. Et entre les deux, on dit que la quantité par hectare, par hectare, c'est ça, c'est de plus ou moins 1500 kg de matière sèche. Donc pour avoir l'optimum de la production, autant d'herbe que de lait, puisque à 1500 kg de matière sèche, on sait que l'herbe est la plus riche pour l'animal, autant pour couvrir ses besoins que pour produire du lait. Ce qui fait qu'on a, par rapport à la quantité d'animaux qu'on a, on sait faire des calculs et savoir quelle surface donner par jour pour que les vaches aient vraiment au quotidien la quantité qu'elles ont besoin, quoi. C'est un peu, en fait, c'est un peu un jeu parce que suivant les saisons, ça pousse plus vite, moins vite. Suivant si vous avez un troupeau où il y a une plus grosse demande, c'est-à-dire les vaches sont en début de lactation, elles ont plus de demandes, et en fin de lactation évidemment un peu moins. Ça dépend plein de paramètres, mais qu'on arrive à mesurer aujourd'hui. Donc pour mesurer l'herbe et savoir si je suis à 12-15 cm, je n'ai pas fait un trait sur ma botte et je vais me promener. Non, j'ai un appareil, on appelle ça un herbomètre. Et chaque semaine, je vais mesurer dans mes parcelles. Et je choisis en fonction de l'évolution de semaine en semaine pour être sûr d'avoir du stock assez à long terme et en même temps que les animaux aient l'herbe la plus riche au bon moment, quoi. Et c'est comme je disais, c'est un peu un jeu, c'est chouette, c'est un peu la passion c'est la passion du gars qui adore pâturer parce que ça change tous les jours en fait. Un jour, on pensait, comme je te l'ai dit tantôt en arrivant, les vaches sont dans une parcelle où je pensais 2 jours. Et en fait, c'est le 5e jour parce que la densité d'herbe est plus que ce que j'avais prévu. Donc, c'est ça qu'il faut toujours se remettre en question. Et maintenant, pour ça, il faut de l'eau, comme pour tout. Et cette année, on a eu une chance incroyable chez nous, dans notre région, c'est qu'on a eu de l'eau, hein. Chaque fois, elle est arrivée au bon moment. Et je pense aussi que l'exploitation depuis 5 ans maintenant et enfin 2 ans de conversion bio et puis 3 années total d'agriculture biologique, ça veut dire 5 ans où je pense maintenant que les sols se sont tout doucement mis à ce mode ce système d'agriculture. Et c'est vrai que cette année, les vaches sont sorties depuis le 20 février. Et quand je vois ce qui reste comme stock sur pied d'herbe, je pense qu'à la Toussaint, on est toujours dehors si les conditions climatiques le permettent. Donc c'est vraiment une belle année, saison exceptionnelle. Super. Ouais. Bah, c'est dû aux conditions d'une part, comme tu le dis, mais là c'est ton côté modeste qui revient. Il y a sûrement aussi la gestion du pâturage tel que tu l'effectues qui joue bien sûr dans l'équation. Parce que quand on gère le pâturage, il faut s'assurer que les vaches, comme tu l'expliquais, aient suffisamment à manger et avec de bonnes valeurs énergétiques. Mais il faut aussi prendre en compte la faculté de pouvoir repousser de l'herbe, évidemment aussi. Il faut pas. Ça veut dire que quand on a des fois des parcelles. Cette année, c'était un peu. Comment je vais expliquer ça? C'était un peu compliqué parfois parce qu'on se disait, quand on regardait la météo, à 15 jours, il n'y avait pas d'eau qui arrivait. Et du coup, une pousse peut-être un peu moins rapide. Et on se dit, on va pas passer une parcelle parce que des fois, au lieu d'avoir 1500 kg de matière sèche par hectare, donc la taille idéale, on peut arriver des fois à 2500 parce que la pousse a été exponentielle, ça a bien poussé, c'était bien, quoi, les conditions étaient parfaites. Ce qui fait que l'herbe, plus elle grandit, plus elle vieillit et moins elle est riche. Du coup, on passe une parcelle et cette parcelle-là, on la réserve alors pour faire du stock pour l'hiver avec du foin, pour en faire du foin. Et en même temps, comme je disais, il faut jouer à des fois se dire on touche à rien, on continue le tour qu'on a démarré depuis le début et on verra suivant la météo, suivant les conditions climatiques, quoi. Donc, comme je disais, c'est un jeu, quoi. C'est un jeu qui change chaque année. Donc pour faire du pâturage tournant dynamique, comme tu le fais, il faut découper aussi son parcellaire. Toi, par exemple, ici, sur ta superficie, tu as découpé en combien de parcelles? En fait, j'ai le nombre de parcelles, c'est difficile à te dire parce que donc j'ai une exploitation avec 75 hectares. On sait pâturer partout.
sauf que le plus loin est à 1,5 km. Et ces parcelles-là, on essaye de les garder soit pour les jeunes bêtes, donc les animaux qui remplaceront demain des plus vieilles vaches, voilà, c'est les animaux de renouvellement. Et en même temps, on essaie de les garder pour la fauche. Pourquoi? Parce qu'on essaye à un moment donné d'éviter d'aller trop loin avec les animaux, avec les vaches qui pâturent, en tout cas qui donnent du lait, les vaches en lactation, parce que ben voilà, faire des kilomètres, c'est aussi, ça prend de l'énergie pour elles. Et si on sait pâturer autour de la ferme, on essaie de rester. Donc c'est ce que je fais moi dans mon système, c'est que j'ai un côté pâturage de nuit, où là c'est plutôt des parcelles autour de l'exploitation. Ça varie de 15 à 25 parcelles. Et de nouveau, on fait le même système. Si on voit qu'on est dépassé par la pousse, eh ben on passe et on les fauche, et puis ainsi de suite. Et alors, j'essaye d'aller dans des prairies plus loin pour la journée, pour essayer finalement que les vaches ne fassent pas trop de chemin et de kilomètres par jour, quoi. Alors pour que ça fonctionne bien, il faut aussi donc gérer les chemins. Et il faut des vaches qui soient capables de s'adapter au pâturage, qui puissent se déplacer facilement, etc. Ouais. Tout ça, ce sont des paramètres que tu as compris au fil du temps. Tu es passé par pas mal de lectures, de visionnage de vidéos, etc. Des visites aussi, il y a eu des Ouais. déclics. Et je sais que une visite que tu as faite avec Terre Vivante, au tout début, hein, quand tu es devenu Tout à membre, fait, ça a ouais. été un véritable déclic pour toi. Ouais, parce que tout ce que j'ai passé comme formation, il y a des choses que j'ai pas, ou j'ai zappé, en tout cas qui ne m'ont pas frappé à ce moment-là au début. Et en 2023, je crois, c'était en novembre 2023, suite à la visite chez Estelle et Ludovic en Merlan, France, à la au GAEC GAEC de de la la FENACH, FENACH. Ouais. avec qui on est devenu vraiment on échange énormément. Ben là, j'ai découvert des personnes déjà heureuses de ce qu'ils faisaient. Donc là, je m'y retrouvais finalement, déjà rien que par rapport à ça. Et puis en plus, dans un système qui ressemblait au mien, mais où eux, on avait déjà un pas, ils étaient ils étaient plus en avance que là où moi j'ai envie d'arriver. C'est-à-dire qu'ils ont fait des chemins vraiment adéquats pour les animaux, parce que c'est hyper important. Des animaux qui doivent faire des kilomètres et patauger dans la gadoue pour arriver dans les parcelles, ça ne marche pas, c'est pas possible. Tout le réseau d'eau, il faut aussi que l'animal, quand il arrive dans une parcelle, il faut qu'il y ait un abreuvoir ou un bac d'eau à disposition dans chaque parcelle. Pas refaire des kilomètres pour aller boire, ça ne va pas. Et puis alors, le fait d'avoir une génétique d'animal, de vache en tout cas, dans notre système qui soit adaptée pour ça. Et eux étaient partis justement là, vers la kiwi, donc c'est un système qui provient d'Irlande, de Nouvelle-Zélande, un peu en Australie, où ce sont des animaux, comme je disais au début, croisés entre la Holstein et la Jersey, ce qui fait qu'elle produit quand même du lait, moins que l'Holstein, mais elle fait plus de lait riche en matières grasses et en protéines. C'est une vache plus petite et de nouveau et qui est beaucoup plus vif et qui est génétiquement issu d'animaux qui sont déjà dans le pâturage depuis des décennies. Donc j'ai envie de dire, c'est pas comme la Holstein où on ramène de la génétique qui provient d'Amérique, où là on sait que l'alimentation de base, ça revient quand même du maïs, c'est beaucoup et principalement du maïs et du soja. Et du coup, bah, des animaux chez moi dans un système herbagé, comme c'est les animaux dont je viens de dire d'Amérique par exemple, eh ben, ça colle pas, c'est pas possible. Et là, j'ai découvert au GAEC de la FENACH qu'ils avaient trouvé la génétique pour ça. Donc maintenant, voilà 2 ans qu'on insémine une partie des animaux et en même temps, on fait de la saillie naturelle, je vais dire, pour essayer de changer le troupeau et d'arriver d'ici quelques années à être en 100% kiwi. Est-ce qu'il y a encore des améliorations que tu voudrais mettre en place dans ton système
ce qu'ils font au GAEC de la FENACH, c'est aussi de la monotraite, des vélages groupés. Ça, ce sont toutes des choses aussi qui t'ont pas mal fait gamberger, hein. Le vélage groupé, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment d'abord. Pour expliquer, peut-être pour les gens qui sont moins familiers, ça permet de regrouper tous les Ouais. vélages sur une période et donc de faciliter grandement le travail, quoi. Ça veut dire en fait qu'on revient avec les animaux qui sont, comme je disais tantôt, en période de vacances pendant l'hiver. Et puis elles viennent au moment du vélage tout ensemble, vers février-mars, pour arriver au moment où elles sont en pleine production, en pleine vitalité, où l'herbe est la plus riche au printemps. Et du coup, faire du lait, on va pas dire tout seul, mais bon marché, quoi. En respectant le cycle naturel autant de l'animal que du sol, que de la plante et que des saisons. Enfin, tout est relié, quoi. Et donc ça, c'est une chose, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en route, qui n'est pas spécialement évidente chez moi, parce que, étant donné que je livre du lait pour une fromagerie, eux, ils aiment bien avoir du fromage plus ou moins toute l'année, ce qui est normal. Ils ont des charges fixes, ils ont aussi des ouvriers, ils ont des employés. Enfin, je veux dire, ils ne peuvent pas dire à un moment donné, ben, il n'y a plus de lait, reste chez toi en vacances aussi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc on essaie de trouver un peu le juste milieu pour que tout le monde soit content et que tout le monde s'y retrouve. Donc il y a peut-être possibilité de faire une partie de vélage, une grosse partie de vélage au printemps et peut-être une plus petite partie vers septembre, comme maintenant par exemple. Parce qu'on voit aussi depuis plusieurs années maintenant, réchauffement climatique ou pas, mais en tout cas on le voit depuis plusieurs années, que septembre, octobre, on a un regain de pousses d'herbe. Parce que souvent, en tout cas dans les 10 dernières années, on a connu quand même ce phénomène. Juin, juillet, août, on se retrouve des fois avec des sécheresses. Bah là, les animaux, quand ils sont en pleine production, un peu bof, c'est pas facile. Si on n'a pas d'herbe assez, c'est encore moins évident. Et du coup, ce sont des animaux, une partie qui serait peut-être en repos, qui serait peut-être plus facile aussi à gérer par rapport à ces aléas climatiques. Et d'où aussi, on ne mettrait pas tous ses œufs dans le même panier, quoi. Parce que si on a un printemps hyper humide ou avec un vent du nord-nord-est et on a tous les vélages à ce moment-là, est-ce que ça ne va pas être difficile aussi par rapport à la production de l'herbe? Enfin voilà, on essaie de faire quelque chose pour que de toute manière tous les vélages soient en même temps, si même ils sont en 2 phases sur l'année, pour le travail aussi. Quand la période des vélages est terminée, on sait qu'on peut s'occuper à autre chose et on n'est pas avec des vélages toute l'année où il faut avoir la tête partout. Moi, je suis tout seul sur l'exploitation et j'essaye de trouver mon système pour finalement avoir la possibilité de pouvoir travailler tout seul et pas être toujours à me tracasser. Tiens, il faudrait du personnel, pas du personnel. Et de nos jours, c'est quand même pas évident. Et alors, la deuxième chose dont tu parlais, c'est la monotraite. Ça va dans la même optique, c'est de faciliter le travail, de Évidemment. réduire le travail aussi peut-être. Ouais, oui, en fait, ça va. C'est toujours drôle parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où, en tout cas dans notre région, où l'arrivée des robots est quelque chose de très fréquent. Et de nouveau, je n'ai pas de jugement et je n'ai pas du tout de critique par rapport à ça, mais aussi par le fait de manque de main-d'œuvre. Et je comprends tout à fait les gens qui investissent dans l'évolution aujourd'hui pour leur vie de famille, pour avoir des loisirs, parce que ce n'est pas parce qu'on est agriculteur qu'on n'a pas le droit d'aller voir nos enfants qui jouent au football, qui font de la gym, qui font n'importe quoi. Et en même temps, ça peut permettre aussi d'avoir une vie sur le côté et une vie familiale peut-être plus épanouie que ce que nos parents ont connu ou peut-être nos grands-parents, je ne sais pas. Mais chez moi, les robots, c'est pas possible, pour la bonne et simple raison qu'un animal qui va à un robot, il va, entre guillemets, quand il a envie. Et moi qui vais pâturer 1,5 km, qui traverse des fois 2 petits chemins, je vois mal barrer les chemins et dire aux vaches, vous revenez, vous partez, vous faites ce que vous voulez, c'est pas possible. De toute manière, les études montrent que c'est même impossible. On ne saurait pas travailler de cette manière-là. Du coup, je pense de nouveau via le GAEC de la FENACH, où là j'ai été quand même pas mal secoué lors de cette visite-là, c'était la monotraite. Alors quand on parle de monotraite, dans notre région qui est très productive et productiviste, je peux vous dire que ça fait un peu combat de boxe, mais vous vous cachez, hein.
Sauf que moi, je n'ai pas l'habitude de vouloir me cacher. Je ne suis pas là pour dire que j'ai envie de me montrer, pas du tout. Mais quand j'ai envie de défendre quelque chose, j'essaie de le défendre. Donc la monotraite par rapport à la main-d'œuvre, par rapport à mon système, à l'avenir, je pense que c'est quelque chose que j'y viendrai, ou en tout cas j'y réfléchirai fortement. Justement par rapport au fait de traire plus que le matin, avoir peut-être un peu moins de rendement. Mais voilà, j'ai 37 ans, je vais quand même dans des années où les investissements vont diminuer, où mon passé de travail dans le béton fait que je ne pense pas que je vais arriver toujours à lever des veaux de 60 kg à 55 ans. Donc, donc à un moment donné, ouais, je pense il faut trouver des systèmes qui sont propres à vous et je crois que la monotraite, dans mon cas, sera quelque chose, ouais, je pense que j'envisagerai. Ouais. Alors on n'a pas encore parlé d'agroécologie. On en a parlé, mais de façon détournée, parce que tout ce que tu mets en place ici sur ta ferme, finalement, ça compose un système agroécologique. Ouais. Mais c'est ce que nous faisons, nous, chez Terre Vivante, hein, c'est proposer un accompagnement individualisé aux agriculteurs pour réussir à mettre en place des systèmes agroécologiques. On diffuse aussi les connaissances. Comment est-ce que toi, tu as pris connaissance de l'agroécologie et qu'est-ce que ça représente pour toi? Bah justement, à regarder des vidéos souvent, à s'inspirer de gens qui sont déjà dans le mouvement euh, et de les voir heureux dans ce qu'ils font, tout en se disant qu'ils font quelque chose de bien pour tout le monde. Donc moi, j'ai un peu la philosophie de me dire, et je ne pensais pas que j'aurais pu être comme ça un jour d'ailleurs, comme quoi. Je pense que quand j'étais jeune, c'était pas du tout... quand je dis jeune, c'est peut-être 10 à 15 ans ou peut-être jusqu'à 20 ans. Fallait pas me parler d'écologie, il fallait pas me parler de bio, de tout ça. C'était les bobos, parce qu'on n'était pas du tout dans ce système. On n'était pas du tout. Alors qu'aujourd'hui, oui, je le deviens pour la bonne et simple raison que mon travail au quotidien, c'est pas que pour moi. Hein. J'adore ce que je fais, je ne voudrais pas le changer. Mais essayer de faire un produit qui démarre du sol, qui est en bonne santé, via des plantes qui sont en bonne santé, qui font que vos animaux sont en bonne santé, font in fine un produit de qualité pour que vous, citoyens, soyez en bonne santé. C'est quand même triste aujourd'hui qu'on se retrouve, et je pense qu'on connaît tous dans nos familles, des gens malades, des gens qui ont un cancer, des gens, on entend tout le temps. Il y a des virus qui viennent, il y a plein de trucs. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas très... Il y a un dérèglement, hein, c'est pas normal. Est-ce que c'est normal que depuis que je suis ici, on n'a pas spécialement connu 10 cm de neige ici à Aubel? On est quand même plus ou moins dans l'est de la Belgique. En général, il y a quand même de la neige. Il y en a peut-être certainement moins à Aubel que dans les Hauts-de-Fagne. Mais en attendant, il n'y a plus ces phénomènes-là. Est-ce que c'est normal qu'on a énormément d'eau d'un coup, alors qu'avant, c'était pas ça? Qu'on a des fois des 40 degrés qu'on ne connaissait pas non plus, toutes ces choses-là. Donc j'ai envie de me dire que si on parvient justement à revenir autour de l'agroécologie, c'est faire de l'agriculture avec un sol vivant et tout ce que je disais, tout doit être relié. Eh ben, ça ne saurait être que bénéfique pour tout le monde. Remettre des arbres, remettre des haies, travailler avec des prairies permanentes, ce sont des puits de carbone. Pour moi, je pense pas que l'avenir, elle va continuer. En tout cas, moi personnellement, je n'ai pas peur de le dire, mais j'espère qu'elle ne continuera pas avec ça. C'est de continuer à dire que pour l'avenir de l'agriculture, qu'elle soit wallonne, européenne, belge, ce qu'on veut, qu'il faut continuer à mettre pesticides, insecticides et tout ça. Je crois qu'on est en train de tuer tout, même l'être humain, et qu'on se voile vraiment la face avec ce genre de choses. Alors qu'aujourd'hui, et Terre Vivante en est quand même la preuve, c'est qu'il y a des agriculteurs qui sont dedans depuis le début, qui peuvent aujourd'hui nous montrer, et même en grande culture, c'est ça qui est quand même le plus étonnant, j'ai envie de dire, en tout cas moi qui ne connaissais pas du tout
je veux dire, ce système, le système en grande culture, c'est pas impossible. Il y a quand même des choses à faire. Donc, plutôt que de passer son temps des fois à pleurer parce que le marché mondial ne va pas, mais passons notre temps à essayer de nous former, à essayer de trouver. Il y a des solutions. Alors, je suis pas Irma, moi, je ne peux pas dire faites ça, ça va aller tout seul. Comme tout, il y a des fois des choses qui ne fonctionnent pas comme on veut, mais c'est possible. Ce n'est pas impossible en tout cas. Donc pourquoi pas prendre le temps de se former à ce genre de choses. Et pour moi, justement, Terre Vivante a quand même été un peu un déclic, parce que grâce à eux, j'ai justement pu voir le GAEC de la FNH et le suivi avec Geoffrey qui lui m'accompagne depuis le début, Geoffrey Watté. Terre Vivante, ouais. Eh ben, ça me permet finalement de voir que ce qu'on fait, c'est pas pour rien, quoi. Et puis l'agroécologie, c'est pas que ça, je trouve. C'est énormément tout ça, mais ça fait aussi partie. Quand je produis du lait à Aubel et qu'il est transformé à herbe, c'est-à-dire 6-7 km, où on en fait du fromage qui est mangé, ou en tout cas qui est consommé par les consommateurs de notre région, ou en tout cas en Wallonie, tout ça, ça fait partie, ça fait partie du local, du régional, et moi je trouve que ça fait partie aussi de l'agroécologie. Est-ce qu'on a besoin de manger des fromages qui viennent du sud de l'Italie ou même d'Amérique, enfin, malheureusement, mais est-ce qu'on a besoin de ça? Enfin, moi je ne crois pas. Je suis plutôt fier de pouvoir manger un fromage, certes qui est produit avec notre lait, mais aussi de producteurs qui travaillent autour de nous. C'est quand même, je trouve, plutôt gratifiant et pour votre santé, je pense que rien de tel, quoi. Il faut vraiment regarder à ça. C'est hyper important. Qu'est-ce que tu dirais à un agriculteur pour le convaincre en quelques mots d'aller vers l'agroécologie? En quelques mots, c'est d'aller voir des gens qui sont déjà dedans et pas rester sur une mauvaise note en disant oui, mais celui-là, il a essayé, ça ne fonctionne pas. Si je prends le cas, par exemple, du maïs, qui est quand même la culture après la prairie dans notre région, il y a des années, vous avez pulvérisé 2 fois. Quand je dis vous, en règle générale, on a pulvérisé 2 fois et au lieu d'avoir des maïs, parce que les conditions n'étaient pas bonnes, on ramasse des poros. Enfin, j'exagère, mais donc indirectement, les coûts, ils étaient les mêmes. Mais par contre, si vous faites de l'agroécologie et peut-être de changer, de faire de la rotation et tout ça, peut-être qu'une année, vous allez vous casser la figure. Il n'y a personne qui sait dire. Mais je crois quand même que ça vaut le coup d'essayer. Mais allez voir, il faut aller voir des gens. Il faut aller voir, il faut aller se former, aller voir. Passer des fois... je suis administrateur au service de remplacement, donc il faut prendre le service de temps en temps pour pouvoir aller se former. C'est hyper important. Il faut aller voir des choses, il y a des choses à aller voir. Surtout des gens qui sont et souvent, en tout cas, c'est ce que moi je ressens avec Terre Vivante, c'est qu'on ne va pas chez des gens qui aiment bien de se montrer, encore une fois, mais qui ont envie de partager et communiquer avec les autres. Communiquer ce qui s'est bien passé, mais aussi ce qui ne va pas ou ce qui s'est mal passé. Et c'est ça qui est bien, tout n'est pas rose, tout n'est pas beau, tout n'est pas, mais il y a quand même, il y a plus souvent des choses chouettes et à découvrir que de se dire non, ça ne marche pas, l'écologie, machin, ça ne va pas, non. Moi, j'y crois pas. Et je dis, il y a 20 ans, jamais j'aurais pensé ça. Et aujourd'hui, je suis convaincu que demain, c'est ce qui va nous sortir de l'impasse au niveau du climat. On ne va pas changer le monde, hein, parce que nous, on peut faire des efforts chez nous, et si de l'autre côté de la planète, ils n'en font pas, j'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'on le fait? Faites-le déjà parce que vous avez peut-être un membre de votre famille qui n'est pas bien, et finalement, peut-être que la petite goutte que vous avez mise à l'océan qui est malade, fera que ça vous fera au quotidien vous dire ouais, finalement je fais peut-être pas quelque chose de si mal que ça. Donc ça, c'est important. Vous avez aimé ce podcast? Alors dites-le nous et partagez-le, ça nous aide beaucoup. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.